Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet d'actualité assez important politiquement puisqu'il est en relation avec les présidentielles 2022. Il s'agit de la potentialité d'une candidature de Christiane Taubira à l'élection présidentielle 2022. Qu'est-ce qu'on peut voir par là? Déjà, on a une gauche qui est très divisée avec Mélenchon toujours communiste et cavalier seul, Jadot avec les Verts, même on l'a vu qu'avec ces primaires, les Verts sont divisés entre eux, puisqu'on avait 3 candidats qui étaient à peu près 22%, ça c'est genre rien du tout. Donc on voit déjà des écolos très, très divisés, qu'il va falloir rassembler autour de un personnage, qui est du coup Yannick Jadot, donc le communiste intérieur et le faux écolo, bien sûr, qui va être aussi à gauche. On retrouve qui? On retrouve Hidalgo pour le PS et tout ça, qui est clairement à 5-6% à peine, je crois, encore, peut-être que je gonfle un peu les chiffres, qui, elle, pour une fois, proposait une bonne idée, c'était de faire une primaire de la gauche. Clairement, il n'y en a aucun qui a dit oui. Ensuite, il y a ce sketch de la remontada par Montebourg. Bon, lui, il est dans sa lune, on va le laisser. Clairement, il est sans intérêt. Il a fait son petit sketch en voulant appeler Mélenchon, Jadot, Hidalgo. Mais bon, sans succès, bien sûr. Bon, après, si, il y a Poutou aussi, mais lui, il va rien faire du tout. Artaud, c'est pareil. Donc on voit très bien qu'on a une gauche qui est extrêmement divisée. Après, la droite aussi est divisée d'un côté. On a le centre-droite avec Macron, on a la droite avec Pécresse, on a Zemmour, on a Le Pen, on a Aignan, on a Philippot. On a une droite aussi qui est très nombreuse et très divisée. Mais ça se voit moins quand même, parce qu'on a vu que, par exemple, pour la primaire de la droite, on a vu que Pécresse le remportait avec 60% des voix au deuxième tour. Donc on a vu qu'il y avait quand même un certain soutien de la part des LR derrière Pécresse. Zemmour, lui, a des intentions de vote assez élevées quand même, qui tournent à plus que le meilleur de la gauche, c'est-à-dire Mélenchon, pour le moment, ou Jadot, par exemple, plutôt. Et on a Le Pen aussi, qui est pas mal devant. Bon. Si Taubira annonce sa candidature présidentielle, 2 scénarios possibles. Soit elle ne réunira pas du tout, elle fera vraiment un pourcentage de merde et ça n'aura pas vraiment beaucoup d'impact à gauche et sur l'élection présidentielle. Soit on va se retrouver avec une Taubira qui va faire un petit peu comme Hidalgo, qui va avoir le même pourcentage que Hidalgo. C'est pas énorme, mais ça représente quand même quelque chose. Et ça va encore plus diviser la gauche. Ça va encore plus diviser la gauche parce qu'on a déjà les communistes qui vont aller avec Mélenchon, les islamistes, faux écolos, sociaux avec Jadot, et on va voir les anciens du PS, peut-être avec Hidalgo, et encore, on aura des progressistes LGBT, tout ça, je pense aussi avec elle, et avec Taubira si jamais elle se présente. Voilà, les voix vont se séparer entre eux. Donc, finalement, une candidature de Taubira à l'élection 2022 ne pourra donner que de la division, selon moi, de la division à gauche, et entre guillemets, ça favorise la droite, puisque même si déjà on sait que de base, il n'y a aucun des candidats à gauche qui ira au second tour, là ça réduit encore plus les chances si vous voulez. Mais il y a toujours un risque que ça favorise Macron, parce qu'il y a cette division des voix, on peut se dire, à gauche il n'y a personne, à gauche tout est divisé, autant pour voter celui qui est le plus proche de nous. Qui est le plus proche de la gauche actuellement? C'est Macron, tout simplement. Puisque c'est quand même le plus à gauche de tous les autres candidats, quoi, il est au centre. Donc finalement, je pense qu'il y a une partie de la gauche qui votera forcément pour Macron. Après, à droite, il faudra voir comment ça se déroule. Mais en fait, on a un problème, c'est qu'il y a énormément de tout petits candidats qui font des pourcentages de merde et qui divisent encore plus les pourcentages. Alors que s'il n'y avait pas tous ces petits pourcentages pourris, je veux dire, ça apporterait des voix en plus aux autres et ça ferait forcément grimper. Regardez Poisson, Jean-Frédéric Poisson, qui faisait vraiment un pourcentage de merde, faut se le dire, a rejoint Zemmour parce que Poisson savait qu'il passerait jamais de toute façon avec son pourcentage, et comme il était en accord avec Zemmour, a rejoint Zemmour. Ça représente moins d'1%, mais c'est un moins d'1% qui ira quand même à Zemmour, donc c'est pas négligeable. Et je pense que si tout le monde fait ça, si par exemple Dupont-Aignan qui va être à 2, 3, je sais pas, 4%, un truc comme ça, avec Zemmour, si Philippot qui sera 5-6% avec Zemmour, vous allez voir de suite que Zemmour il va monter à 30-40%.
Au bout d'un moment, enfin j'exagère un peu en disant 40, mais voilà, à 20, 30%, il va y monter. Donc sur les élections présidentielles, il faut savoir centraliser. Autant parfois ça peut être une connerie, comme on le voit avec la centralisation de l'économie à Paris ou des choses comme ça, autant politiquement, au niveau des voix, la centralisation est quelque chose qui marche très bien. Après, faire des primaires, ça peut être à la fois désavantageux et à la fois avantageux. Hidalgo, qui voulait ramener tout le monde autour d'une primaire pour être ensemble derrière le même candidat, c'était une très bonne idée, puisque la gauche, on sait qu'elle est extrêmement divisée aujourd'hui. Mais elle est tellement divisée qu'elle a appelé à ça et tout le monde lui a dit non. Donc si vous voulez, à partir de ce moment-là, on voit très bien que la gauche est très divisée. Et cette gauche qui a finalement amené cette idéologie progressiste depuis 40 ans, on peut dire, en fait, se retrouve aujourd'hui à être divisée face aux grands fascistes, Marine Le Pen ou Zemmour, comme ils aiment bien les appeler. Voilà, donc ça c'était pour la candidature de Bira. Maintenant, on va parler du retour de Valls en politique, ça peut être intéressant, de Manuel Valls. Alors Manuel Valls, Premier ministre sous François Hollande. Manuel Valls est un personnage que personnellement j'aime bien. Sur le simple fait que sur le côté identitaire et sécuritaire, il a une politique qui se rapproche assez de Zemmour au niveau de l'assimilation. On va dire sur le côté sécuritaire. Je pense que ce serait un très bon ministre de l'Intérieur. Je pense que Valls en ministre de l'Intérieur serait franchement très bon. Après, il fait un retour aujourd'hui. En fait, Manuel Valls est issu d'une gauche. Une gauche qui est identitaire, conservatrice. C'est une gauche qui prône la République, oui. Elle prône beaucoup la République, mais elle prône aussi beaucoup la France, les valeurs françaises, la civilisation, les traditions. Et je pense que Valls est issu de cette gauche qui malheureusement s'est perdue avec le PS. Bon, on était déjà perdu quand le PS était là, mais quand c'est éteint, clairement on n'a plus du tout vu cette partie-là de la gauche. Parce qu'en fait, avant qu'il y ait cette perte de puissance du PS, on peut retrouver en fait de ce qui est à gauche, ce qui est à droite aussi. C'est-à-dire qu'à droite, on voit quoi? On voit une droite issue du RPR, comme Zemmour ou Ciotti pour les primaires, qui sont assez conservateurs, qui sont assez bonapartistes, qui sont assez attachés aux traditions, aux civilisations, assez protectionnistes, on peut dire ça aussi. Et une autre partie de la droite vraiment LR, issue de l'UDF et plus du centre, voilà, la droite chiracienne, comme on pouvait le dire, ou giscardienne, qui est issue plutôt du centre et se rejoint plus de Macron. C'est pour ça que souvent je dis que voter Pécresse, c'est voter Macron finalement. Et en fait, on avait un petit peu cette gauche-là avec... on avait ces deux gauches-là avant que le PS ne s'effondre. On avait cette gauche qui était un peu représentative à travers Manuel Valls, cette gauche qui était encore assez protectionniste, parce que le protectionnisme, il ne faut pas oublier que c'est d'abord une politique de gauche, avant d'être décalé à droite, c'est d'abord une politique de gauche, le libéralisme était plutôt de droite, mais comme j'ai dit, du droite un peu centriste, hein, voilà. Et justement, c'est Giscard d'Estaing qui a commencé la première mondialisation, donc comme quoi le libéralisme vient bien de la politique giscardienne, et donc du centre droit. Mais voilà, à gauche, on trouve à travers Valls cette droite conservatrice, protectionniste, attachée en fait à son pays. Et on a une autre partie de la gauche qui petit à petit s'est rapprochée des écolos pour faire social, et ensuite même des communistes avec Mélenchon, hein, clairement, qui était cette gauche progressiste, extrêmement mondialiste. Et en fait, là, c'est intéressant de voir qu'il y a une gauche progressiste qui est partie avec Mélenchon et Écologie Les Verts. Et même, on voit que Écologie Les Verts, finalement, se rapproche de Mélenchon, puisque Mélenchon s'est emparé de cette politique anti-nucléaire, qui est absurde. Mais bon, ça, vous l'avez vu dans l'article qu'on a posté il y a un moment, plusieurs fois. Et voilà, il s'empare de l'écologie pour faire du social, en fait, Mélenchon. Et en fait, il reprend l'idéologie... En fait, on ne sait pas si c'est le communisme qui reprend l'écologie ou si c'est l'écologie qui est repris par le communisme. Bon, bref, c'est une histoire un peu compliquée. Franchement, je pense que c'est Mélenchon qui s'est emparé de l'écologie, hein, parce qu'il voyait que ça marchait plus trop. Bref, pour en revenir à cette gauche progressiste, qui est du coup partie avec les écolos et Mélenchon, il y a après une gauche mondialiste qui est elle partie du côté de Macron, même si on le voit un petit peu moins,
je vous l'accorde, on la voit un petit peu moins. Malgré tout, on voit quand même qu'il y a une certaine partie de la gauche mondialiste qui est partie avec Emmanuel Macron. Et cette gauche en fait conservatrice, protectionniste d'Emmanuel Valls, en fait elle a été totalement délaissée et elle est restée à gauche et très minoritaire, on en a très peu parlé. Et une partie de cette gauche quand même est partie à droite, malgré les certaines différences qu'ils peuvent avoir, ils sont partis à droite, voire à l'extrême droite, et on peut pas leur en vouloir, hein, parce que, enfin, en tout cas pour ceux qui étaient de gauche, de ce bord-là de gauche, on peut pas leur en vouloir à certains d'être partis à droite, puisque quand à gauche vous avez aucune chance de gagner, et qu'à droite il y a les mêmes idées que vous, mais et qu'il y a plus de chances de gagner, forcément vous y allez. Je veux dire, c'est faire de la politique, mais c'est aussi être d'une part assez logique. Et pour en revenir tout à l'heure sur un de mes propos sur la gauche, les élites de gauche notamment, j'avais une discussion très intéressante avec un de mes camarades la dernière fois, et je vous partage un peu l'analyse que j'en ai produite. Simplement, comme le disait Moore, les élites françaises, depuis 40 ans, sans une idéologie progressiste, mondialiste. Et en fait, je vais pousser une analyse assez loin. C'est-à-dire que je vais tout simplement vous dire que les élites françaises, elles sont parties. Les meilleures élites françaises sont parties dans d'autres pays parce qu'on n'a pas su les garder. Le gouvernement, l'État n'a pas su les garder. Et de ce fait, l'élite française a diminué en niveau, on peut dire, et ce sont entre guillemets les moins bonnes élites qui sont arrivées au pouvoir petit à petit, et donc ces élites-là, si vous voulez, ont introduit l'idéologie woke, progressiste, qu'on retrouve aujourd'hui, et moi c'est l'analyse que j'en fais. Et donc par là, qu'est-ce que je cherche à dire? Je cherche à dire en gros que si aujourd'hui le pays est dans cet état, c'est parce que nos élites de l'époque sont parties. Et elles sont parties, pourquoi? Elles sont parties puisque l'État n'a pas su faire son travail, les garder. Mais les élites aussi, peut-être n'aimaient pas suffisamment leur pays. C'est leur faute aussi dans ce cas-là. C'est une possibilité. Mais moi, ce que je remarque, c'est que les élites françaises, elles sont parties. Et que celle qui les a remplacées est de moins bon niveau et a amené une idéologie qui ne peut être que néfaste à la France. Et je pense surtout que on a une idéologie humaniste, mondialiste, pro-LGBT, en fait, pro-antiracisme, antifascisme, qui est arrivé en fait. Et ça, je pense que ça a clairement détruit notre pays. Et je pense que pour y remédier, il faut simplement dénoncer ces élites-là, avoir une prise de position opposée, argumentée, que ça se passe par le débat. Mais il faut aussi savoir détrôner les élites. Aujourd'hui, les élites les élites ont fait en sorte de faire un truc incroyable. C'est dans l'éducation, s'introduire et faire des élites à leur image, les mêmes élites qu'eux, par l'éducation. Et en fait, il est là tout le problème. Il faut réformer l'éducation en profondeur. Les élites ont réussi à faire passer leur idéologie dans les manuels scolaires. Ils ont réussi... En fait, ça fait 30 ans que ces idéologies, ces élites-là, avec leur idéologie dure, parce qu'ils ont réussi à ancrer ça dans l'éducation et que les élites qui ressortent sont dans leur idéologie. Et il faut aujourd'hui changer ça. Et je pense que ça passe par l'éducation. Il faut un président qui aille taper au fond de l'éducation. Bien sûr, donner les pires moments de l'histoire ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. De dire l'histoire de France, le pays, il a fait de la merde à ce moment-là. C'est pas un souci. Mais il faut pas dire que c'est tout le temps le pays qui a fait de la merde. Il faut détailler un petit peu les programmes, les détailler dans le bon sens du terme aussi, et pas que dans le mauvais. Et donc, je pense que ça passe aussi par un travail des élèves. Les élèves qui apprennent aujourd'hui, je parle là sur quand on commence à avoir une opinion politique, donc en fin de lycée, quand on rentre à l'université ou des choses comme ça, quand on commence à justement pouvoir accéder à ces élites, pouvoir être éligible à aller vers ces élites, essayer de ne pas partager leur idéologie. Pourtant, c'est dur parce qu'on sait très bien que quand on ne partage pas la même idéologie que l'élite, maintenant qu'elle est ancrée dans l'éducation, on sait très bien que c'est dur maintenant d'y accéder. Mais il faut savoir essayer d'accéder à cette élite, à rentrer dans cette élite, tout en gardant son idéologie propre, qui est parfois opposée aux élites aujourd'hui. Et je pense que simplement en allant contre eux, qu'on peut réellement changer les choses.
Voilà, c'est l'analyse que je porte sur les élites françaises aujourd'hui. Ça peut être intéressant d'échanger avec vous sur ce sujet. Et je vais vous proposer, vous me dites en commentaire si ça vous intéresse, des mercredis après-midi ou des week-ends, comme ça, quand on peut, on essaie de faire des directs qui durent une demi-heure, une heure. Et le but, ce serait d'échanger entre nous, vous posiez des questions, ou que je réponde, que je développe un sujet, que je débatte avec vous, que vous veniez avec moi sur le live, qu'on puisse débattre. Ça pourrait être très intéressant de le faire directement à partir de direct Instagram au lieu de mettre un truc en place, en voulant s'appeler, machin, minina. Je vous propose de faire ce genre de direct. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Vous me dites oui ou non. Et de toute façon, je vous ferai des stories quand je voudrais mettre ça en place. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis au revoir.